Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. Avec Eric Schultz, nous nous sommes rencontrés en prison. On pourrait penser au début d'un roman noir, mais non, ni lui ni moi n'étaient incarcérés. Nous étions dans une maison d'arrêt avec le Club de la Presse de Strasbourg pour animer un atelier avec des détenus sur le droit de vote en prison. C'était en 2017, avant l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je retrouve Eric Schultz pour parler avec lui de son parcours. Un parcours politique, puisqu'Eric œuvre comme adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la population, de l'état civil et de la mission des temps. Il a fait partie pendant de nombreuses années d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, je crois que tu es un élu hors groupe politique. Mais Eric Schultz est également passionné par les polars et autres romans noirs et a ouvert en 2018 sa librairie café, La Tache Noire, spécialisée dans ce type de littérature à Strasbourg. Alors je ne me trompe pas, Eric, tu n'es dans aucun parti politique actuellement. Aujourd'hui, non. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être en charge de la mission des temps, TEMPS ? Bonne question. La mission des temps, c'est un bureau, une mission transversale à l'administration de la ville de Strasbourg, qui travaille sur des problématiques qui relèvent en gros des rythmes de vie, des rythmes de travail, des rythmes de la ville. Ça peut être des questions d'animation de transport. C'est, par exemple, on a travaillé sur les parcours et les fréquences des bus de nuit, le e-bus. Ça peut être la question des horaires des services publics, horaires des mairies de quartier, horaires des piscines. Ça peut être de conseiller, même si on n'a pas forcément été entendu beaucoup dessus, sur les rythmes scolaires. Ça peut être travailler sur les aménagements des espaces publics, sur comment résoudre des engorgements au Wacken par exemple, en jouant peut-être sur les horaires de bureau plutôt que sur des nouveaux aménagements routiers. Enfin, toutes ces questions-là, c'est essayer de faire rentrer des problématiques temporelles dans les problématiques techniques et financières des administrations pour apporter des solutions douces à des problématiques qui ne sont pas toujours prises en compte autrement. D'accord. Alors vous faites de la politique, tu fais, de la politique depuis combien d'années ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire ça comme ça. Non, j'ai commencé à faire de la politique, alors c'est un grand mot, hein, mais j'ai commencé à fréquenter des organisations et des milieux politiques en 1984, au siècle dernier donc. C'était au moment d'SOS Racisme, la marche des beurs, hein. C'est pas très original pour ma génération. J'ai participé à ces mouvements-là et de fil en aiguille, je suis resté après sur d'autres problématiques et ça m'a mené jusqu'à où je suis aujourd'hui. D'accord, donc tu as fait de la politique plutôt en Alsace ou... Partout où j'étais. Partout, d'accord. J'ai commencé à 16 ans, comme dit, quand j'étais au lycée. En novembre-décembre 86, j'étais toujours au lycée, mais j'étais à Nancy. Après, j'ai fait mes études à Paris, donc j'ai continué sur place. Quand je suis revenu à Strasbourg, j'avoue que j'ai eu un petit... On ne va pas dire un passage à vide, mais je fais une pause, parce que j'en avais un peu assez de ce militantisme effréné qui n'amenait pas forcément à ce que j'attendais. Et j'ai arrêté en gros de 2000 à 2005. En 2005, j'ai recommencé à m'investir en politique à travers le réseau Éducation sans frontières, hein, qui faisait de l'accompagnement aux enfants et familles d'enfants sans papier. Et c'était le moment aussi du référendum sur le traité constitutionnel de l'Europe, et c'est là que j'ai rejoint les écologistes. D'accord. Alors oui, c'est ça ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu te souviens comment un peu est venue cette fibre militante ? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure pendant ta jeunesse ? Est-ce qu'il y a eu un événement, peut-être une rencontre décisive ? Est-ce que tu te souviens peut-être d'un élément déclencheur où tu t'es dit « je veux m'engager, je veux militer pour mes valeurs, pour ma vision du monde » ? Je pense que ça s'est plus fait de fil en aiguille. Hein, les événements déclencheurs, il y a eu des éléments forts. Il y a eu la marche des beurs, il y a eu, comme je l'ai dit, hein, les grands mouvements SOS Racisme. Moi, à l'époque, j'habitais dans le quartier de Cronenbourg. J'avais beaucoup de copains qui étaient dans la cité nucléaire et qui se sentaient très concernés par ça. Donc, on est partis ensemble dans ces mouvements-là. On sentait très fortement la question montée du racisme, montée du rejet de l'autre, etc. Et on était militants de l'égalité, hein, à 15 ans, 16 ans, c'est à peu près... on a envie d'être tous pareils et puis on s'engage là-dedans. Ça, c'est la première chose. Et on se prend dans la figure, hein, dès qu'on va au lycée, on se prend dans la figure toutes les discriminations sociales, territoriales, celles liées aux origines, etc.
Et ça, c'est le premier sentiment d'injustice, on va dire, qui fait qu'on s'engage là-dedans et qu'on a envie de changer les choses. Un peu naïvement peut-être, mais en tout cas, l'envie est là. Et il y a ces mouvements assez forts. Le deuxième temps fort, c'est novembre-décembre 86, la loi de Vaquet. Les mouvements étudiants assez puissants, hein. J'étais lycéen à Nancy. Quand on faisait des manifestations, on n'était pas 500 ou 1000, hein, mais on était 25 000 ou 30 000 dans les rues. Enfin, tout le monde, tout s'arrêtait pour ça. Ça a été très, très, très fort et très violent aussi, hein. Et là, un événement qui est marquant et qui pour moi n'est toujours pas passé, c'est Malik Oussekine. Alors explique-nous. Malik Oussekine, cet étudiant qui, le soir d'une manifestation, c'était le 5 ou 6 décembre 1986, poursuivi par les voltigeurs, hein, c'était la police à moto de Charles Pasqua, a été battu à mort dans un hall d'immeuble rue Monsieur le Prince à Paris. Quand on est étudiant, qu'on a 20 ans, qu'on se mobilise pour défendre ses droits et qu'on voit qu'un étudiant comme nous décède dans une manifestation, ouais, ça marque. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, quelles études as-tu fait? Quelles études j'ai fait? J'ai fait un bac littéraire. À l'époque, c'était A1, lettres et maths. C'était en gros tout ce qu'on me laissait faire à la sortie du lycée parce que ma carrière lycéenne n'avait pas forcément été brillante. J'ai quand même eu mon bac et relativement correctement, je crois. J'ai fait après une prépa littéraire à Metz, euh, Hippocagne, lettres modernes avec option sciences politiques. Et j'ai passé le concours de Sciences Po Paris, que j'ai eu. Euh, Même si mes enseignants pensaient que c'était même pas la peine que je me présente, je l'ai eu. Et je l'ai fait. Et j'en suis sorti. Et j'en suis sorti en 1992 de Sciences Po. Et après, je suis allé à la Sorbonne, Paris 1, où j'ai fait une maîtrise DEA et je me suis inscrit en doctorat de sciences politiques. D'accord. Et ensuite, comment ça s'est enchaîné qu'est-ce que tu as fait après tes études? Tu as Bah, tout de suite travaillé? pendant mes études, alors mon doctorat, je ne l'ai jamais soutenu. Hein, on va le dire tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai enseigné à l'université en tant que contractuel, hein. J'ai été allocataire de recherche, puis ATER à Strasbourg notamment. Donc je cherchais à rentrer dans la filière universitaire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça s'éternisait un peu, il a fallu trouver d'autres sources de revenus d'abord pour financer la thèse et après pour me financer moi-même. J'ai trouvé du travail à Strasbourg, c'est comme ça que je suis revenu en 1999, dans un bureau d'études qui était basé au Neuhof et qui travaillait sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et autres, et qui avait besoin d'un sociologue pour l'aider dans ses travaux. Donc j'ai travaillé un an là-dedans, suite à quoi j'ai été recruté à Sciences Po Strasbourg comme attaché temporaire d'enseignement et recherche. J'ai essayé de terminer ma thèse, mais c'est aussi l'enfant où j'ai eu le moment où j'ai eu mes enfants. Et donc ça change aussi le cours d'une vie. Et je me suis dit que de courir en permanence après les petits contrats, les qualifications, les recrutements et autres, j'avais plus l'âge pour ça, il fallait que je passe à autre chose. Donc là, j'ai arrêté globalement ma carrière, si j'ose dire, universitaire, et j'ai travaillé après dans le secteur associatif, comme administrateur de réseau, d'abord dans un réseau de crèches parentales, puis dans d'autres associations, j'ai travaillé au Clapest, j'ai travaillé à l'UGACA, j'ai travaillé à Lupovino, au Neuhof, sur le terrain des gens du voyage, sur de l'accompagnement en montage de projet toujours. Mais évidemment, l'engagement associatif, ça m'allait bien, même du point de vue salarié, pour aller vite. Mais quand on devient élu, ce qui arrive à peu près au même moment, en 2008, on est très très vite coincé après dans des conflits d'intérêts entre les financements publics et l'action associative. Donc j'ai arrêté tout ça. C'est ça. Alors, pendant plusieurs années, je crois, tu as été conseiller municipal à la ville de Strasbourg, c'est ça? Oui, de Ouais. 2008 à 2014, j'étais conseiller municipal délégué D'accord. à la démocratie locale, sous l'autorité d'un adjoint qui était Robert Herman. Alors, excuse-moi, je vais peut-être poser une question un peu naïve parce que je m'y connais pas trop dans tous les mandats politiques, etc. Mais ça, on en vit, du coup, c'est à Bah, plein temps, c'est... alors c'est une vraie question parce que ça a été l'interrogation de départ. La politique, c'est pas un métier. On n'est pas censé en vivre et courir après les mandats pour se financer et pour vivre comme si c'était un salaire. Ça, c'est évident. Donc, il faut garder un pied dans le monde réel, si j'ose dire, enfin dans le monde qui est celui de nos concitoyens, tout simplement. Mais l'autre problème, c'est que quand on est élu, on est censé honorer son mandat et la promesse qu'on fait aux citoyens quand ils nous font confiance. Et ça veut dire quand même être engagé à plein temps sur son mandat. Moi, je ne concevais pas le mandat
comme étant voilà, un engagement de début de semaine, et puis le reste de la semaine je vais travailler, je viens simplement siéger en conseil, et puis après je confie tout à l'administration. Voilà, d'autant plus que j'ai été élu sur une liste, enfin la composante écologiste de la liste majoritaire, donc on a toujours des idées un peu différentes de ce qui se pratique dans les administrations municipales, donc ça demandait du temps et de la présence. Donc moi j'ai fait le pari au début en tout cas, d'être élu, si ce n'est à plein temps, en tout cas une grosse partie du temps pour être présent et honorer mon mandat. Donc j'ai travaillé à côté, comme je l'ai dit, dans le secteur associatif, mais à temps partiel, à mi-temps. Et j'enchaînais à la fois la présence à quasi plein temps à la ville et un travail à mi-temps à côté pour garder un pied dans le réel. D'accord. Alors, quand on fait de la politique, il ne faut pas avoir peur, j'imagine, de ne pas être aimé par tout le monde, de ne pas faire l'unanimité. Est-ce que... C'est difficile, mais c'est comme ça. Ouais, justement. Est-ce que c'est difficile quelquefois? Est-ce qu'on peut en souffrir quand même Comment on gère ça? On le gère bien. On le gère bien. Non, c'est évident qu'on on fait pas l'unanimité, ça c'est évident. Personne ne le fait. D'ailleurs, si on faisait l'unanimité, ça serait peut-être même plutôt inquiétant. Par contre, la question, c'est d'être toujours en phase avec ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est convaincu de ce qu'on porte? Est-ce qu'on sait l'expliquer? Est-ce qu'on sait le défendre? Est-ce qu'on sait le porter? Il y a forcément des gens qui ne partageront pas votre point de vue parce que soit ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, et du coup, voilà, il faut faire œuvre de pédagogie. Il y a aussi des choix qui parfois peuvent déplaire à certains. Faut les assumer parce qu'on a été élu, même si on sert l'intérêt général et qu'on sert l'ensemble de nos concitoyens, on a été aussi élu par une partie d'entre eux pour un projet et pour quelque chose. Et un projet, on n'est jamais élu avec 100% des voix. Là aussi, ça serait inquiétant si c'était le cas. Donc, il faut quand même le défendre et le porter et être en permanence dans la recherche d'équilibre. Je pense qu'on est malheureux quand on n'est pas compris. Mais si on n'est pas compris, c'est qu'on ne sait pas expliquer. C'est forcément violent, la politique? Oui. Oui, même beaucoup plus que je pensais au départ. C'est vrai, il faut être préparé à ça. On se forme. Il faut savoir encaisser. Une carapace. Et ne rien montrer. Parce que le moindre signe de faiblesse est tout de suite interprété, retourné, déformé. Enfin, voilà, même en politique locale, au sein d'une ville? Oui, parce que les intérêts sont peut-être, sont bien présents aussi, et que les carrières, les envies, les choses des uns et des autres sont omniprésentes. Et il faut effectivement ne pas prêter le flanc parce que, oui, comme dit, le moindre signe de faiblesse est interprété à votre défaveur, quoi. Et justement, tu n'as jamais eu envie de briguer un mandat à un niveau plus national, député, quelque chose comme ça? Alors, je me suis présenté en 2012 aux élections législatives, mais je savais que je ne serais pas élu, on va dire. Hein. C'était plus pour défendre les propositions des écologistes et peser, on va dire, dans le rapport de force global. Je ne crois pas que... Moi, le mandat local me plaît bien, par le contact notamment qu'on a avec les citoyens et les politiques, les effets immédiats qu'on peut mesurer de ce qu'on fait. Ça, j'aime bien. J'ai bridé d'autres mandats. Je crois qu'un mandat qui aurait pu m'intéresser, c'est le conseil départemental, mais ça c'est pas fait. Il n'y a rien de dramatique à ça. D'autres mandats, je suis pas forcément pour la course au mandat, mais s'il y avait eu un intérêt vraiment à un moment, mais il y a longtemps, c'était pour le mandat européen. Hein, comme je le disais tout à l'heure, je suis rentré chez les écologistes en 2005 après après le référendum sur le TCE, traité constitutionnel européen. Et j'ai animé 2 fois les campagnes européennes de Sandrine Bélier en 2009-2014. Et c'est vrai que l'élaboration de la construction européenne, l'élaboration de règles, de règlements européens, la question de construction d'une identité politique transnationale, ça c'est quelque chose qui m'intéressait bien. Après, il y en a d'autres qui l'ont fait avec beaucoup de talent et de compétences. Moi, je suis pas sûr que j'aurais fait mieux, donc je le vis pas très mal non plus. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais aux personnes qui voudraient se lancer en politique? Alors moi, je donnerais aux personnes qui ont envie de se lancer en politique le conseil d'y aller, mais de se préparer, parce que c'est, comme dit, ça ne fait pas de cadeau. Mais le conseil que je donnerais surtout à tout le monde, à ceux qui ne veulent pas se lancer, c'est allez-y. Allez-y. Parce que la politique ne doit pas être réservée à des gens qui ont, entre guillemets, la fibre, ou qui ont envie, mais la politique appartient à tout le monde. Oui, bien sûr. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas avoir un tempérament quand même, un caractère qui fait qu'on n'a pas peur de défendre ses idées et de les exposer justement aux oreilles de tous, et qu'on n'ait pas peur de ne pas faire justement l'unanimité, parce que c'est pas... Oui, c'est mais pas dans ça c'est déjà une vision qui résulte du système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
Si on est comme ça, c'est parce que le système s'est construit comme ça, et qu'il a fini par ne sélectionner implicitement que des personnes qui ont ce tempérament, cette fibre ou cette agressivité. Mais pourquoi la politique devrait être intrinsèquement agressive? Il n'y a aucune raison. Dans nos assemblées, on voit bien, même au niveau du conseil municipal, que notre assemblée n'est en rien représentative de la population de la ville. Enfin, il y a énormément de catégories sociales, de catégories professionnelles, d'âge, de genre, qui n'y sont pas représentés. On voit bien aussi que ce n'est pas tellement une assemblée de débat, mais plus une assemblée d'enregistrement de décisions qui sont élaborées autrement. Moi, j'ai tendance à penser que si on arrivait à investir ces assemblées avec des gens qui ne sont pas préparés à, ça changerait fondamentalement la manière de faire de la politique, et ça ne pourrait que l'améliorer, ça ferait peut-être disparaître cette agressivité dont on parlait tout à l'heure. L'agressivité et la pugnacité, ça ne doit pas être la condition d'entrer en politique, sinon on construit forcément un monde violent. Alors, je parlais avant de conseils pour les personnes qui voudraient se lancer en politique, mais spécifiquement aussi, est-ce que tu aurais un message à destination des femmes qui voudraient venir dans ce milieu, puisque c'est quand même encore réputé très masculin et parfois malheureusement misogyne? Oui. Enfin, le message. Alors, c'est malin ça comme question, parce que c'est un homme qui va donner des conseils à des femmes. C'est pas très. Non, non, pas des conseils, Comment mais je veux dire. dire, est-ce que toi, de l'intérieur, tu vois la situation qu'on voit pas forcément de l'extérieur? Moi, je dirais. Enfin, comme je disais tout à l'heure, mais ça vaut pour tout le monde, je dirais il faut se battre, il faut s'imposer, il faut surtout pas chercher à reproduire les canons masculins, hein, de faire de la politique, pas rentrer dans le rôle tel qu'il est fait aujourd'hui. Il faut avancer en restant ce qu'on est, en portant les choses, ne jamais se laisser marcher sur les pieds, ne jamais se laisser remettre à sa place ou rabaisser par d'autres, surtout quand on est une femme, hein, ne pas laisser les hommes dire non mais t'inquiète pas, on va faire à ta place parce que nous on sait. C'est pas vrai, ils savent pas mieux. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris en politique, c'est que quel que soit le stade, le mandat ou la responsabilité exercée par les uns ou par les autres, les gens qui les exercent sont des gens comme nous, et on n'a aucune raison de se laisser impressionner par ça. Alors, au fil de mes recherches sur ton cursus, j'ai pu voir que tu égrenais un peu sur différents comptes des citations. Par exemple, une de Hegel, écouter la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe, ou encore une autre phrase de Camus. C'est beau et particulièrement d'actualité avec le Ouais. GCO. Hein. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la La minorité. minorité. Alors, je voulais te poser une question que je pose à peu près à chaque fois. Est-ce que dans ta vie, tu as eu un mentor ou alors un leitmotiv qui te fait avancer ou qui t'aide? Moi, je pense que j'en ai eu plusieurs. Aux différents âges où on avance dans ce qu'on fait, on trouve toujours ce à quoi se raccrocher. Avoir un mentor, ça serait bien, ça serait beaucoup dire. Moi, j'en ai, oui, comme dit, j'ai des gens qui peuvent m'inspirer à un moment, des gens comme. Bon, ils sont pas dans dans les deux citations là. Et c'est vrai que techniquement, je serais plutôt Marx que Hegel, philosophiquement. Camus, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien Victor Hugo aussi, j'aime beaucoup Jules Vallès, j'aime bien les auteurs du 19e siècle. Mais alors de là à dire que c'est des mentors, si je pense que quand on a des phases de doute, ou qu'on se prend des coups dans la figure qui sont relativement fréquents et difficiles en politique, on a besoin de se raccrocher à ça. Alors Voilà. justement, c'était une autre de mes questions. En politique ou dans un autre domaine, quand tu fais face à un échec ou alors à un obstacle difficile à surmonter, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une manière de réagir, de te protéger, de continuer à avancer, surtout justement dans le milieu de la politique qui n'est pas forcément tous les jours tendre? Mais quand on a des échecs ou des contradictions fortes, faut encaisser déjà, pas forcément le montrer. Donc ça, je le garde pour moi. Voilà, il y a des choses que je montre pas et qu'il n'y a aucune raison, ça fait partie de la sphère privée. Après, pour avancer, le meilleur motif, c'est essayer de se rappeler pourquoi on est là, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on défend. Il y a parfois des questions, alors c'est pas forcément des échecs, les échecs ou les tensions très très fortes, hein, il y en a eu, mais là c'est plus, on va chercher la ressource dans est-ce que je suis capable d'expliquer pourquoi je défends telle position, même si elle n'est pas majoritaire, et si oui, ça suffit. Mais quand on a des choses plus violentes, c'est notamment quand on a des choix à faire. Hein, quand on fait partie d'un groupe, comme dans une majorité municipale, il y a parfois des choses avec lesquelles on n'est pas en phase.
Et on réussit à les accommoder, soit en pesant sur le réel, soit on n'y arrive pas. À ce moment-là, il faut se rappeler pourquoi on est là. Et on peut prendre des positions dissonantes. Le pourquoi on est là, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à l'engagement. Là, c'est effectivement, on en revient, mais c'est d'où je viens, les années SOS Racisme, le mouvement étudiant, etc. Toutes les histoires qui ont été un peu difficiles, qui dit, avec tous les gens que j'ai fréquentés pendant toutes ces années-là, je suis peut-être un des seuls qui soit arrivé à ce niveau de responsabilité. Donc j'ai une double responsabilité, non seulement par rapport aux gens qui m'ont élu, mais aussi par rapport à toute cette histoire-là. Et ça, c'est un sacré moteur, hein, de se dire, voilà, je suis là aussi parce que je porte ça. Et si à un moment, je dois rentrer en dissonance parce que je porte ça, je me raccroche à ça parce que ça, c'est le moteur, c'est l'énergie fondamentale. Ça peut être aussi voilà, les gens qui vous ont fait confiance, hein, des gens qui vous ont emmené dans quelque chose et vous savez que vous n'avez pas le droit de les laisser tomber ou de renier les engagements que vous avez pris. Ça, c'est aussi un moteur derrière qui aide à passer à travers, à prendre sur soi et à encaisser. Mais évidemment, si on n'a pas tout ça et qu'en plus on a oublié pourquoi on est rentré en politique, soit on devient cynique et on fait des compromis, et à ce moment-là, il est peut-être temps de céder la place. Soit on ne sert plus à grand chose, et ça, c'est pas utile non plus. Ok. Alors, est-ce que la politique, ce n'est pas quelquefois décourageant? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner et de passer à autre chose? C'est une citation que vous avez pas enfin, que tu n'as pas dans ta liste. Alors c'est une citation apocryphe parce que j'ai jamais retrouvé la source, mais en tout cas ça se racontait beaucoup dans les milieux militants que je fréquentais. C'était Louis Aragon qui, parlant du Parti communiste dans les années 50, disait Parti communiste, tous les soirs je déchire ma carte, tous les matins je la reprends. Et en gros c'est ça, et tous les jours j'ai envie de claquer la porte, et tous les jours je me trouve une raison pour dire non, t'as pas le droit. Alors, tu ne fais pas que de la politique, tu as également développé une autre activité depuis peu de temps, c'est-à-dire que tu as ouvert ta librairie café La Tache Noire, spécialisée dans tout ce qui est polar, roman noir. Alors, comment ce projet est né? D'où t'est venue l'idée, cette envie? Ce projet, alors c'est aussi une manière, parce qu'on parle de faire de la politique, mais finalement, enfin, moi je regarde un peu ma carrière, juste je fais une petite parenthèse, mais carrière professionnelle, que ça soit à l'université, dans le secteur associatif ou maintenant en librairie, c'est aussi faire de la politique. Parce que mais voilà, c'est pas exercer un mandat, c'est pas être engagé dans un mouvement partisan, etc. Mais c'est défendre des idées, porter des valeurs, solliciter l'autre. Quand on est devant des étudiants, qu'on défend des thèses de sciences politiques, on leur donne des outils, hein, des, des instruments pour apprendre le réel. On fait de la politique parce qu'on forme des gens. Quand on est dans le secteur associatif et qu'on monte des projets, c'est la machine à café. Quand on est dans le milieu associatif et qu'on monte des projets, on travaille au service d'un projet et on fait aussi de la politique de fait. Quand on vend des livres, quand on défend des auteurs qu'on aime bien, qui ne sont pas forcément les auteurs mainstream, on porte aussi des idées, on fait aussi des choses. Donc il y a une continuité dans tout ça. Alors comment est venue l'idée de cette librairie café? Plusieurs choses, hein, plusieurs éléments. Le premier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la politique, c'est pas forcément un métier, ça n'a pas vocation à le devenir. En début de deuxième mandat, fin 2015, c'est à peu près le moment aussi où je quitte ELV, je me dis, bon, là je suis reparti pour 6 ans, ça se termine en 2020, le deuxième mandat. Qu'est-ce qu'on fait après? La politique, je continue à dire, ça ne doit pas être un métier. Il faut toujours envisager les choses, soit qu'on en ressort, soit que le citoyen nous dit à un moment, et ça peut arriver n'importe quand, vous maintenant ça suffit, on veut autre chose, et il est tout à fait légitime pour le faire. Donc comment on fait, comment on construit sa carrière professionnelle, et comment on vit l'après? Ça, c'est la première question. La deuxième question, évidemment, c'est de reprendre un pied dans le réel, parce qu'on se rend compte, hein, en étant... je suis passé de conseiller municipal délégué à adjoint au maire en 2014. Là, j'étais vraiment à plein temps. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai fait que ça, sur des domaines assez compliqués, hein, l'état civil, le droit électoral, le funéraire, les politiques temporelles dont on parlait tout à l'heure. On se rend compte qu'on perd un peu le sens je vais pas dire du réel, mais le contact en tout cas avec les citoyens n'est plus le même, parce qu'on est tellement dans la machine administrative et politique qu'on est dans une bulle. Et donc l'envie de sortir de la bulle, elle est là aussi. Troisième grosse envie, ça c'est le choc, c'est de se dire, ça c'est très perso, mais là j'ai eu 50 ans récemment, les enfants sont grands, on se dit, bon, je suis à la moitié de ma vie, qu'est-ce que j'ai encore à faire pour ne pas avoir de regrets à l'arrivée? Et on sait à ce moment-là, enfin je pense, qu'il y a des projets qu'il faut qu'on fasse rapidement, parce que sinon 10 ans après on les fera plus.
Et j'ai pas envie d'avoir des regrets dans 10 ans. Donc je me suis dit à 50 ans, la question d'ouvrir une librairie, ça fait longtemps que ça me travaille. Le polar et le roman noir, c'est quelque chose que je fréquente depuis pas mal de temps aussi. Et donc du coup, je me suis dit que c'était le moment. J'ai testé après, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les phases du montage de projet. J'ai fait des formations à Montreuil, à l'Institut national de formation au métier du livre. J'ai suivi des accompagnements de projets au montage d'entreprise. Je suis passé par toutes les cases pour ça. Chaque fois pour valider les différentes étapes. Je me suis rendu compte non seulement que dans mes bilans de compétences et autres, mon profil pouvait correspondre au métier de libraire, que je savais faire et que tout ce qu'on me montrait sur l'envers du décor du métier de libraire, notamment en gestion, relations éditeurs, machin, etc., ça collait aussi avec des choses que je savais faire. Donc les voyants étaient en vert, j'ai avancé là-dessus, en me disant voilà, je reprends pied dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde, sur un métier qui n'est pas forcément simple, mais ça c'est pas grave parce que c'est la chose dont j'avais envie, comme dit, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et je me suis lancé là-dedans petit à petit. Donc oui, je suis assez content du truc. Et je trouve que le concept pour l'instant marche bien. Mais alors, ceux qui nous écoutent, hein, il faut venir à la librairie. Alors dis-nous où aller. Elle est sur le quai des Bateliers, à l'angle de la rue de Zurich. Et donc c'est une librairie café. Librairie café, oui. On a une dizaine de places pour l'instant en intérieur et bientôt une petite terrasse qui se mettra devant la librairie pour accueillir les gens au beau jour, si les beaux jours reviennent. Un jour, ouais. Alors justement, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour changer totalement d'activité, se lancer dans une nouvelle activité? Tu nous parlais de formation, mais est-ce qu'on n'a pas un petit doute à un moment où on se dit pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ah si, on peut avoir un doute, mais c'est bien le raisonnement étape par étape. Si on commence par faire un bilan de compétences, on dit quelle est mon idée? Mon idée, c'est d'ouvrir une librairie. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, ouvrir une librairie, c'est plus de l'ordre du fantasme qu'autre chose. Donc je suis passé par l'AFPA, hein, l'Association de formation professionnelle pour adultes. J'ai fait un bilan de compétences sur, je sais plus, 3 mois, 4 mois, avec tous les tests, les différentes cases. Et a priori, ce qu'ils ont trouvé correspondait à mon profil personnel et à mes études. Donc voilà, on construit petit à petit, on se réinvente petit à petit. Je pense que la condition, c'est ça, c'est pas de se dire, allez hop, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je fonce, parce qu'on n'est pas forcément préparé pour. Mais c'est vraiment de valider à chaque étape les différents tenants et aboutissants du métier. Moi, j'y suis allé progressivement, hein, ça m'a pris presque 18 mois. Donc se réinventer, c'est pas forcément évident. Il y a forcément des phases de doute, hein. Des fois, on se dit, oulala, c'est tellement énorme que je vais pas y arriver. Mais tant que l'envie est là et tant qu'on se dit qu'on sait faire, c'est un moteur assez extraordinaire. Le plus extraordinaire, il y a 2 étapes importantes, hein. C'est ces 15 jours de formation à Montreuil, où là, avec des professionnels de la librairie, j'ai réussi à passer tout en revue et je me suis dit, c'est bon, tout ce qu'ils me disent, en gros, je saurais le faire. Enfin, il n'y a rien qui m'effraie là-dedans. J'ai des collègues, un stagiaire, qui, au bout d'une semaine ou autre, disaient, oula, c'est pas comme ça qu'on voyait le métier, donc nous, on va partir vers autre chose. Ça n'a pas été mon cas. Je pense qu'il y en a à peu près la moitié des 15 stagiaires qui étaient là qui a dû ouvrir sa librairie depuis. Donc ça montre que bon, ces formations-là sont vraiment pointues et pertinentes. Le deuxième moment qui pour moi a été vraiment un grand moment d'enthousiasme, ça a été le Salon du Livre de Paris, où là j'ai rencontré les éditeurs pour la première fois l'an passé, donc en 2018, et où on a pu tester par rapport aux éditeurs et aux auteurs que le projet même du libraire spécialisé polar intéressait. Donc on s'est dit, voilà, si en plus on a ça, là maintenant il faut se lancer. Donc après, les choses s'enchaînent, c'est assez irréel, hein, quand vous louez un local commercial et que tout à coup vous êtes propriétaire du truc, que vous montez une société, vous dites, oh là, ça y est, maintenant j'y suis. Et puis après, ça s'arrête plus, quoi. Il faut acheter les bouquins, il faut monter les étagères, il faut refaire les peintures, et puis vous posez plus de questions. Moi, ça fait 1 an, parce que ça fait à peu près maintenant 1 an que j'ai signé le bail et monté la société. Ça fait 1 an que j'ai pas reposé le pied par terre. Oui, surtout du coup, tu es aussi adjoint au maire. Comment Oui. tu fais pour Alors équilibrer tout ça? je continue je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas envie de tout confier à une administration pour qu'elle travaille en mon absence et qu'elle prenne des décisions qui n'est pas forcément ce que j'aurais choisi. Alors cela dit, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je pense que je maîtrise assez maintenant, en tout cas les domaines de compétences qui sont dans ma délégation d'adjoint au maire, pour être moins présent. Mais j'y suis tous les lundis.
Ça déjà, ça c'est resté. C'est en plus les jours de conseil. J'assiste à tous les conseils de métropole les vendredis, les préparations aussi, bien évidemment. Et je m'arrange pour dégager du temps en semaine sur des plages horaires, des demi-journées ou les matinées, de 8 à 10 avant l'ouverture de la librairie. J'ai embauché quelqu'un ici à 20 heures par semaine. Donc ça me laisse aussi du temps pour repartir. La librairie, elle est à 3 coups de pédale de la mairie. Donc s'il faut aller en urgence faire quelque chose, je peux le faire. Donc ça me laisse du temps. Alors c'est plus organisé, c'est plus structuré. Ça m'a amené aussi à remettre de l'ordre dans ce que je faisais en tant qu'adjoint. On se rend compte qu'il y a aussi des choses qu'on fait qui ne sont pas forcément très utiles à l'exercice du mandat, mais qui sont du temps passé. Donc j'ai rationalisé tout ça. Je mène les deux, ça me fait des semaines longues, mais voilà, comme je continue à apprécier de faire les deux, j'ai pas de regret par rapport à ça. Et même une semaine de 70 heures, finalement, ça passe, quoi. Alors, tu dis que les romans policiers sont des vecteurs de critique sociale extrêmement puissants. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Il suffit d'en ouvrir un pour s'en rendre compte. Oui, c'est ça, je connais pas trop Voilà, non. tous les romans noirs. Oui, parce que le roman policier en tant que tel, alors il y a Ouais. différents types de romans policiers. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du roman noir depuis Non. l'origine, mais c'est vrai qu'on a les enquêtes classiques, les chroniques judiciaires ou les choses genre Agatha Christie, les énigmes, les chambres closes et autres. Mais on a aussi tout un courant de littérature policière qui est lié au roman noir ou au roman policier américain. Les premiers livres d'Achille Lamette dans les années 20, que ce soit Moisson Rouge, Le Faucon Maltais, c'est la naissance d'un nouveau genre littéraire aux États-Unis qui est né en gros avec la crise de 29, la crise des années 30. Et donc ce qui décrit sur la société américaine, sur la corruption, sur les déclassés, sur les gens qui se lancent dans le banditisme, etc., c'est aussi un miroir de la société et c'est aussi quelque part une envie de transformer tout ça. Donc on a dans le courant, dans la littérature policière, énormément d'auteurs, alors dans toutes les zones géographiques possibles et imaginables, qui se sont servis du roman policier pour mettre en avant des thématiques particulières. Ça a longtemps été la corruption des élites. Ça peut être d'autres thématiques, les thématiques environnementales maintenant, ça peut être d'autres sujets. Ça peut être de remettre sur le devant de la scène aussi des questions de mémoire, des événements historiques qui ont été effacés. Un des fondateurs du roman noir en France, c'est parmi d'autres, parce que je veux vexer personne. C'était Didier Deninx qui a publié en 82-83 Meurtre pour mémoire, où c'est le premier auteur qui, dans un roman policier, reparle du 17 octobre 61, cette manifestation des Algériens à Paris, où on estime qu'il y a à peu près 300 victimes qui ont été jetées à la Seine par la police de Papon. Mais avant, c'était un événement qui avait été complètement effacé, complètement oublié. Donc de remettre ça sur le devant de la scène, il a aussi travaillé sur la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, c'est remettre des sujets dans le débat par le biais d'un outil culturel qui est le roman noir, qui a longtemps été déconsidéré, à tort, considéré comme un sous-genre, un roman de gare, quelque chose de facile à lire et autres, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc c'est un outil d'éducation populaire, quelque part, le roman noir, parce qu'on donne à des gens, à très grand public, lire des choses qui, si elles étaient écrites par des universitaires, n'auraient pas du tout la même portée ou la même incidence. Et c'est des choses, alors vous avez aussi le thriller, vous avez aussi d'autres, le thriller psychologique, vous avez aussi d'autres volets dans le polar, mais la littérature sociale continue aujourd'hui là-dessus. Vous avez par exemple, là je parlais des thrillers écologiques, on reçoit ce soir 2 auteurs qui nous parlent en gros de ce que pourraient donner des ZAD dans 20 ans, 30 ans en termes de dérives, même pourquoi pas terroristes, mais qui font écho quand même à des problématiques qui sont dans notre environnement. On recevra fin mai Colin Niel, dont les enquêtes se passent en Guyane, mais on se rend compte que là, non seulement il nous parle de la situation des Amérindiens le long du fleuve Maroni, mais toute la question sur l'enjeu écologique de la montagne d'or, les rapports, etc., c'est des choses qui sont transversales dans ces livres. Et si ces livres-là n'existaient pas, on aurait beaucoup moins de surface sociale et politique pour en parler, pour évoquer tout ça. Donc je pense que ça reste aujourd'hui un outil de critique sociale. Alors le genre littéraire, ça c'est toujours l'éternel débat, mais vous avez par exemple Nicolas Mathieu, qui a écrit Aux animaux la guerre, qui a été son premier roman, qui décrit très bien la situation dans les vallées vosgiennes, en pleine crise industrielle, économique et autres, avec des portraits qui sont absolument saisissants. Nicolas Mathieu, auteur de Polar, qui a eu le prix Goncourt l'année dernière, avec leurs enfants après eux. Okay. Voilà. Donc la frontière éditoriale, c'est souvent plus, on va dire, une question de stratégie d'éditeur que d'engagement de l'auteur.
Mais en tout cas, le roman noir, oui, continue à porter des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres catégories et qui, à mon avis, méritent d'être mises en avant. Et alors cette librairie, est-ce que c'est aussi un choix politique pour nouer du lien, par exemple en opposition à des distributeurs comme Amazon? Ou tu n'y as pas vraiment Je réfléchi vais comme pas ça? monter une librairie pour m'opposer à Amazon. Ça, franchement, ça serait pas. Non, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est dans l'exercice, oui, on se rend compte à la fois de la puissance et du tort que fait ce genre d'établissement, hein, de société au commerce de proximité. Donc oui, derrière ça, il y a, en tant que libraire, il y a une vision politique, on va dire, du métier de libraire, qui est le lien, la proximité, le conseil, le service qu'on rend. Proposer des choses. Hein. Moi, ce que je dis toujours, hein, c'est que Amazon, son algorithme, il vous enfermera dans des choix et dans une bulle. Le libraire, lui, vous sortira de tout ça parce qu'il vous permettra, en discutant avec vous, de trouver des choses, voilà, qui ne vous seraient pas forcément venues à l'idée de manière mécanique si vous restez toujours dans le même genre littéraire. C'est vrai que tu possèdes entre 800 et 1000 polars chez toi? Mmh. Oui, Chez moi, oui. Mais ça, c'est ça monte un impressionnant. peu. Ouais, ouais, mais bon, après, il faut renvoyer ça à l'âge qu'on a les uns et les autres. Hein. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un combat que tu mènes en particulier? Un sujet pour lequel tu te bats? Le sujet pour lequel je me bats, ça reste un combat en particulier. J'en ai plein Ouais. qui sont en fait en cours sur le gaz, hein, si j'ose dire. J'ai pas de sujet sur lequel je suis particulièrement engagé aujourd'hui. Si, bon, il y a un sujet qui me heurte un peu ces derniers jours et sur lequel on va essayer de se mobiliser un peu, c'est la question de l'arrêté anti-mendicité qui a été pris à Strasbourg. Parce que ça, là, pour le coup, ça heurte vraiment la vision de la ville qu'on peut avoir et de ce qu'on veut porter. Ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a des moments où on est pris en porte-à-faux entre pourquoi on est là et ce qu'on fait. Ça, c'est un sujet. Il y a des sujets de fond, moi, sur lesquels j'aimerais bien continuer effectivement à travailler, à avancer. Il y a toutes les questions temporelles. Hein, je pense que ça, c'est des choses qui doivent monter en puissance encore aujourd'hui parce que ça ferait vraiment partie des enjeux de demain. Il y a un sujet que tu as évoqué en tout début dans la présentation, c'est que moi, le droit de vote des prisonniers et l'installation de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires, j'y crois et je pense qu'il faut avancer là-dessus. Ça avance trop lentement, trop doucement, donc ça, il faut absolument être sur ces questions-là. Il y a les questions de solidarité avec les migrants, il y a énormément de choses à faire et à porter. Mais voilà, il faut sérier les problèmes et il faut surtout savoir ne pas les lâcher sur le long terme, mais après savoir aussi saisir l'occasion où on peut les remettre sur le devant de la scène et faire avancer les choses. Quoi. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ta librairie. Merci à toi. Je recommande à tout le monde de passer dans cette librairie café parce que c'est vraiment un cadre hyper sympa. Je suis sûre que vous trouverez plein d'idées lectures nouvelles. Et donc, merci encore. Merci à toi et évidemment tout le monde sera bien accueilli pour continuer cette conversation s'il le souhaite. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. À bientôt.